Bonjour, dans le cadre de la semaine de pharmacovigilance des CRPV Hauts-de-France, cette vidéo reprend les actualités de l'année 2020-2021 en pharmacovigilance. Elle vous sera présentée par Sharifa Nazouari et Julien Morani du CRPV Amiens Hauts-de-France. Commençons par la saga Baclocure, dont nous avions déjà parlé l'année dernière. Pour rappel, Baclocure est une spécialité de baclofène utilisée dans l'alcoolodépendance, qui a obtenu une AMM dans cette indication en 2018 à la posologie maximale de 80 mg par jour. En 2020, la commercialisation de cette spécialité a été effective et la RTU des autres spécialités de baclofène a alors été suspendue. Très rapidement, les associations de patients ont attaqué la décision en référé afin de réinstaurer la RTU et de suspendre l'AMM. L'ANSM a ensuite réalisé un recours auprès du Conseil d'État afin d'avoir une décision définitive. En novembre 2020, le Conseil d'État a rendu sa décision qui annule le référé, réinstaure l'AMM de Baclocure, mais ne dit rien relativement à la RTU. En février 2021, la RTU est définitivement abrogée par l'ANSM, ce qui clôt ce chapitre. Baclocure est maintenant la seule spécialité de baclofène indiquée dans l'alcoolodépendance. Un petit point d'information concernant les vasoconstricteurs utilisés chaque année dans le rhume. Donc, chaque année en période hivernale, de nombreux Français souffrent des symptômes de rhume. Dans ce contexte, des traitements symptomatiques à base de vasoconstricteurs, par exemple la pseudoéphédrine, par voie orale, sont disponibles en officine sans ordonnance, et ce sur conseil pharmaceutique. Cependant, ces traitements ne sont pas anodins. L'ANSM a donc publié une fiche d'aide à la dispensation à l'attention des pharmaciens plus particulièrement. On rappellera aux patients que le traitement est symptomatique et non curatif. En effet, les symptômes régressent en moyenne entre 7 et 10 jours sans traitement. On rappellera également les mesures d'hygiène basiques aux patients, le lavage des mains et l'utilisation de mouchoirs uniques par exemple. Concernant le mécanisme d'action de ces traitements, les vasoconstricteurs vont avoir une action décongestionnante via une vasoconstriction au niveau des vaisseaux sanguins de la muqueuse nasale. On peut donc avoir des effets indésirables graves de type cardiovasculaire. Lors de la dispensation, les contre-indications à rechercher vont donc être les antécédents cardiovasculaires, AVC ou hypertension artérielle, un glaucome à ongles fermés, des antécédents de convulsions et des problèmes de rétention urinaire liés à une hypertrophie de la prostate. On recherchera également les principales interactions médicamenteuses nécessitant une précaution d'emploi, l'utilisation concomitante d'IMAO-A sélectif ou de dérivés d'ergot de seigle. Bien entendu, on recherchera également l'utilisation d'un autre décongestionnant, auquel cas il y a une contre-indication. Concernant les cas de grossesse et allaitement, l'utilisation de ces traitements va être strictement contre-indiquée en cas d'allaitement et déconseillée en cas de grossesse. Dans ce cas, on reverra la balance bénéfice-risque avec un conseil auprès du médecin traitant. Maintenant, un point d'information concernant les effets indésirables légèrement méconnus liés au fluoroquinolone. Donc, pour rappel, les fluoroquinolones sont des antibiotiques utilisés dans de nombreuses infections, par exemple les infections urinaires ou ostéo-articulaires. Certains effets indésirables graves sont très bien décrits dans le RCP, le résumé caractéristique des produits, et connu des professionnels de santé. Par exemple, les affections des tendons avec des tendinites graves, les convulsions et certaines atteintes psychiatriques. Une lettre d'information a récemment été publiée par l'ANSM. Dans ce courrier, on nous apprend qu'il existe également un risque de régurgitation et d'insuffisance de valve cardiaque liée à l'utilisation des fluoroquinolones par voie inhalée ou systémique. Cette lettre d'information fait suite à une étude épidémiologique ayant mis en évidence un risque multiplié par 2 lors de l'utilisation de fluoroquinolones. Dans cette étude, les patients étaient comparés à des patients sous amoxicilline ou azithromycine. Des cas ont également été signalés à la pharmacovigilance, remontant les antibiotiques fluoroquinolones comme très suspects.
Dans ce contexte, la balance bénéfice-risque doit être évaluée chez les patients à risque, notamment les patients atteints d'une hypertension artérielle, ceux bien entendu possédant une valve cardiaque, ou encore en cas de polyarthrite rhumatoïde ou maladie de BC. En cas d'apparition des symptômes suivants, les dyspnées, œdème d'abdomen ou membre inférieur, on conseillera au patient de consulter immédiatement son médecin traitant. L'isotrétinoïne, molécule très connue des journées de pharmacovigilance par ses nombreux effets indésirables, en particulier tératogènes, et malgré les multiples actions mises en œuvre pour limiter ce risque, il y a toujours des grossesses exposées en 2020. Au-delà de ce risque malformatif, on a également récemment découvert un risque sur le neurodéveloppement de l'enfant, y compris en l'absence de malformation. On rappelle également le risque psychiatrique qu'on retrouve notamment chez les adolescents. Devant l'ensemble de ces problèmes, un comité scientifique temporaire a été mis en place début 2021 à l'Agence nationale de sécurité du médicament et a émis ses premières recommandations. Avant toute initiation de traitement, 2 consultations doivent être réalisées, une pour l'information et une pour la prescription. En cas de contraception orale, en particulier œstroprogestative ou progestative, il est important de prescrire une contraception d'urgence et une contraception mécanique à base de préservatifs de façon systématique. Enfin, un suivi mensuel de tous les patients, hommes comme femmes, doit être assuré lors de ces traitements par isotrétinoïne. Nous allons maintenant aborder 2 points d'information concernant des mésusages et abus de médicaments, en commençant par la prégabaline. Le mésusage de la prégabaline a été mis en évidence ces dernières années. En effet, les enquêtes de réseaux d'addictovigilance ont permis de publier des résultats montrant l'augmentation de cas d'addiction et d'abus de prégabaline. Entre 2018 et 2019, le nombre de cas déclarés a doublé. On est passé d'une centaine de cas à environ 200 cas déclarés. Dans ces cas d'abus déclarés, la prégabaline est obtenue illégalement dans plus de la moitié des cas. De plus, actuellement, elle est la première substance faisant l'objet d'ordonnances falsifiées. Les principaux effets indésirables sont les troubles de la conscience, des comas et des épisodes de confusion. Des cas d'insuffisance respiratoire et des décès ont également été signalés. Dans certains cas, on retrouve une consommation en parallèle d'opioïdes. D'un point de vue du mécanisme, il a été avancé que la prégabaline pourrait diminuer le seuil de tolérance aux opioïdes, ce qui augmenterait en parallèle le risque de décès par dépression respiratoire due aux opioïdes. En conséquence de tous ces événements, depuis mai 2021, la prescription de la prégabaline se fait uniquement sur ordonnance sécurisée avec une limitation de durée de prescription à 6 mois. Maintenant, un autre point d'information concernant un cas de mésusage, le tramadol. Donc, tout d'abord, un petit retour en arrière. En 2019, un état des lieux de la consommation dentalgique a mis en évidence une augmentation de 150% d'opioïdes forts entre 2006 et 2017. En parallèle, en 2011, l'arrêt de commercialisation du dextropropoxyphène, le diantalvic, a entraîné une augmentation de consommation d'opioïdes faibles, dont le tramadol. Ces dernières années, de nombreuses enquêtes du réseau d'addictovigilance a pu mettre en évidence une augmentation de dépendance et mésusage liés au tramadol, ainsi qu'une augmentation des risques associés, des effets indésirables et intoxication pouvant mener au décès. Ces problématiques concernent la population générale et non uniquement les personnes ayant des problèmes d'addiction sous-jacents. À ce jour, par exemple, le tramadol est le premier opioïde cité dans les usages problématiques. Il est également, comme la prégabaline, régulièrement impliqué dans des affaires d'ordonnances falsifiées. De plus, le tramadol est le premier opioïde impliqué dans des décès, et ce, devant la morphine. Donc, en raison de tous ces événements, afin de limiter le mésusage du tramadol, l'ANSM a raccourci la durée de prescription à 12 semaines. Avant, cette durée de prescription était à 1 an. La durée de traitement doit être la plus courte possible et l'ordonnance doit être réévaluée fréquemment avec le médecin. Pour arrêter le traitement, on optera pour une diminution progressive de la dose afin d'éviter un syndrome de sevrage. Pour info, on rappelle également que le tramadol n'est pas indiqué dans le traitement des migraines.
Un autre point d'information concernant le Laroxyl est le changement de dispositif d'administration. Ce point d'information a été publié en juillet 2021 et modifie la précédente datant de mars 2021. Le laboratoire Théopharma, en accord avec la NSM, a communiqué sur le nouveau changement de dispositif. Depuis mars 2021, l'administration se faisait à l'aide d'une seringue mise à disposition dans le flacon. Cependant, afin d'améliorer le bon usage et diminuer le risque d'erreur, l'administration se fait maintenant via un dispositif intégré en flacon, un compte-gouttes. On rappellera pour l'administration que une goutte correspond à 1 mg. Dans les suites des alertes concernant les méningiomes sous acétate de cyprotérone, l'intérêt s'est porté sur d'autres progestatifs que sont le nomégestrol et la chlormadinone. Ainsi, depuis 2019, plusieurs alertes ont été levées sur des risques de méningiome avec ces traitements. En juin 2020, une étude épidémiologique a montré un risque multiplié par plus de 3 au-delà de 6 mois de traitement avec ces molécules, risque qui augmentait encore avec la durée puisqu'on atteint 12,5 fois plus de risque de méningiome à 5 ans de traitement pour le nomégestrol et 7 fois plus de risque à 3,5 ans de traitement pour la chlormadinone. Devant ces résultats, la NSM a mis en place une restriction des indications de ces molécules, des recommandations d'utilisation et des informations aux patientes, avec notamment un suivi IRM recommandé dans 3 situations, devant des symptômes évocateurs de méningiome, notamment les céphalées, à l'initiation en cas de facteur de risque de méningiome et systématiquement à 1 an, 5 ans, puis tous les 2 ans durant le traitement par l'une de ces molécules. Alors, nous allons maintenant aborder un point concernant une rupture, le cas du losartan. Après le valsartan, il y a quelques années, nous avons retrouvé une nouvelle impureté dans la spécialité losartan et l'association losartan hydrochlorothiazide de certains laboratoires, ce qui a entraîné la même problématique qu'avec le valsartan, une tension d'approvisionnement. L'enquête est actuellement en cours au niveau européen. En attendant, un rappel de loi a été mis en place et concerne les laboratoires ci-dessus. En conséquence, la NSM a mis en ligne une fiche d'information afin d'aider les prescripteurs et les pharmaciens lors de la dispensation et de la prescription. Actuellement, il est possible pour le pharmacien de substituer directement le losartan à l'aide du tableau d'équivalence proposé. Pour les prescripteurs, on déconseille évidemment d'initier un traitement par losartan dans ce contexte de tension d'approvisionnement. Quelques autres faits de l'année 2020-2021. Après sa suspension en 2020 devant les risques d'atteinte hépatique, la spécialité du lipristal Esmia a définitivement été retirée du marché par le laboratoire. La spécialité Elawan, qui contient également du lipristal dans la contraception d'urgence, n'est pas touchée par ce retrait. De nombreux cas de surdosage ont été signalés chez des enfants prenant des compléments alimentaires contenant de la vitamine D. On rappelle que ces compléments alimentaires ne suivent pas les normes strictes des médicaments et que la quantité de vitamine D contenue n'est pas parfaitement certaine. Il faut ainsi privilégier les médicaments dans la supplémentation en vitamine D des enfants. Une autre alerte a concerné les spécialités de fer injectable dont on rappelle qu'elles ne sont pas interchangeables entre le carboxymaltose ferrique et l'hydroxyde ferrique saccharose. Deux autres alertes ont concerné des médicaments de la sclérose en plaques, le fingolimod, Gilenya, qui a fait suite à des atteintes hépatiques et une mise en place d'une surveillance hépatique doit être faite à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois, puis régulièrement durant le traitement, avec un arrêt si les enzymes hépatiques à l'ATAzate dépassent 5N ou si elles dépassent 3N avec une élévation de la bilirubine ou dans le cas d'apparition de symptômes cliniques d'atteinte hépatique. L'autre spécialité est le Tecfidera, le diméthylfumarate,
sur lequel une alerte a été levée concernant des cas de leucoencéphalopathie multifocale progressive dans un contexte de lymphopénie légère avec des lymphocytes à supérieurs à 800 Giga par litre. On rappellera les contre-indications en cas de LEMP. En cas de lymphopénie inférieure à 0,5 Giga par litre, et en nouvelle recommandation, il est important d'effectuer une réévaluation et un bilan étiologique en cas de lymphopénie modérée. L'olaparib a fait également l'objet d'une alerte. Cet anticancéreux était disponible sous forme gélule et comprimée, ce qui pouvait induire une confusion puisque la conservation et la posologie n'étaient pas la même. Au cours de l'année 2021, on verra une disparition de la forme gélule pour ne conserver que la forme comprimée. Une information au prescripteur, aux dispensateurs et aux patientes a été réalisée. Une modification de l'étiquetage de la kétamine a été effectuée durant l'année afin de diminuer le risque d'erreur médicamenteuse avec une meilleure lisibilité de la DCI, de la spécialité, de la quantité de principe actif et de sa concentration, et l'utilisation sur les ampoules du code couleur international des spécialités anesthésiques. Enfin, la dapagliflozine, ce nouvel antidiabétique oral, fait l'objet d'une alerte concernant les risques associés d'acidocétose diabétique et de gangrène de Fournier. Ainsi, il faut informer les patients des signes à rechercher et arrêter systématiquement en cas d'apparition de ces signes. Pour terminer cette année, l'expérimentation de cannabis à visée médicale a été mise en place et a démarré en 2021 avec les sommités fleuries à vaporiser pour inhalation et l'utilisation de l'huile par voie orale. Les indications sont diverses: douleurs neuropathiques, épilepsie pharmacorésistante, des symptômes rebelles en oncologie, la spasticité douloureuse dans la sclérose en plaques et certaines situations palliatives. La prescription et les délivrances sont sécurisées, nécessitent une formation des professionnels assez complète et le suivi est renforcé avec un registre de suivi des patients, des effets indésirables et des consultations régulières mensuelles. Nous vous remercions de votre attention dans le suivi de cette vidéo. Je vous remercie également pour le suivi de cette vidéo.